Eh bien, nous pouvons commencer le grand tour de ce midi. Comme vous le savez, il y a quand même de plus en plus de problèmes d'infections à gram négatif multirésistants et on a la guerre ouverte. Et pour gagner la guerre, Brice Layeux va nous dire quelles sont les perspectives. Brice, tu as la parole. Bonjour à tous. On m'a demandé, comme vous l'expliquait le professeur Kogan, de vous parler de la prise en charge des perspectives en gram négatif multirésistant. Et il se fait que au CHIREC, on a une grande expérience assez intéressante, ce qui n'est pas très reluisant. On préférerait ne pas avoir cette expérience-là, mais on doit faire face à des épidémies, surtout de Pseudomonas vim, mais on va le voir. L'histoire des antibiotiques, ça date un petit peu puisque la découverte de la pénicilline, c'est dans les années 1940, hein, qui a permis de changer complètement l'avenir et le devenir des patients infectés par des bactéries, ce qui n'était pas le cas avant. Malheureusement, dès qu'il y a une molécule qui est découverte, bien les bactéries ont déjà un mécanisme de résistance en elles qui leur permettent d'y faire face, vu leur nombre et vu la pluricité des gènes dans les bactéries qui fait que on sélectionne à chaque fois des clones résistants qui vont se remultiplier. Et donc, c'est une guerre qui est perdue d'avance, in fine, ça on le sait, et on doit à chaque fois chercher de nouvelles techniques pour pouvoir y faire face. Cette résistance est devenue un problème majeur récemment parce qu'il y a eu un gap de recherche sur les antibiotiques parce que ça ne rapporte pas assez d'argent, ce qui fait qu'on a un énorme retard et chaque année en Europe, 33 000 personnes environ meurent des suites d'infections multirésistantes. En Belgique, on estime à 530 décès par an, ce qui est assez colossal. Alors, ce sont les projections que vous avez sûrement déjà vues. On les présente très souvent pour notre avenir en 2050 avec des estimations qui, si les choses ne changent pas, créeraient une épidémie majeure au niveau mondial avec une mortalité qui pourrait dépasser la mortalité par cancer et par maladie cardiovasculaire. Tout ça est dû au fait du retard de recherche, mais aussi de la surprescription d'antibiotiques, puisque si vous ne soumettez pas les bactéries à la pression d'un antibiotique, elles n'ont pas intérêt à développer des mécanismes de résistance. Par exemple, on sait très bien que les bactéries, si vous stoppez la pression antibiotique, bien celles qui n'ont pas ces mécanismes de résistance seront favorisées puisqu'elles vont se multiplier plus vite, puisqu'elles ont moins de gènes à coder. Donc, forcément, c'est le clone sauvage qui va reprendre le dessus et le clone qui est résistant, lui, va progressivement s'éteindre. En Belgique, on est de très mauvais élèves, hein, puisqu'on a des très grands prescripteurs d'antibiotiques. Alors, c'est toujours très, très marrant parce que quand vous faites des mini-interviews, tous les médecins vous disent que oui, en Belgique, il y a des très grands problèmes, mais que eux ne le font pas. Mais forcément, force est de constater que tout le monde prescrit trop d'antibiotiques puisque les chiffres sont assez alarmants. Et ce, on pourra un jour en parler. Ça a été assez identifié pour beaucoup de raisons, notamment les raisons médico-légales, hein. C'est de plus en plus difficile de dire à quelqu'un qu'on va arrêter tout traitement. C'est aussi euh, des raisons de manque parfois de courage et de sens clinique qui fait qu'on surprescrit beaucoup d'antibiotiques, mais cette prescription humaine n'est que la partie immergée de l'iceberg, puisque la prescription animale est beaucoup plus importante que celle que nous on utilise, et la législation pour la prescription animale est beaucoup plus faible. Dit Brice, puisqu'on va peut-être bien dans le sens d'une nouvelle réforme de l'État. La Belgique n'est vraiment pas bien mise là, mais est-ce qu'il y a une différence entre le nord et le sud du pays? Est-ce que le nord est plus discipliné comme la Hollande tout en haut et le sud moins discipliné? La différence n'est pas majeure, mais il y a une différence nord-sud évidemment, et le nord est plus discipliné, oui. Et donc, pour ce qui est de la prescription animale, c'est un problème majeur. Moi, j'avais assisté à une conférence de consensus au SPF où on devait décider avec le Bund, le vétérinaire, de diminuer. Et alors, c'est très marrant parce que on compte en grammes d'antibiotiques
par kilo de bovin par semaine. Donc, c'est hallucinant. Ils reçoivent des quantités d'antibiotiques monstrueuses, avec des listes d'antibiotiques qui ne sont pas censés prescrire parce que ben, on en a besoin dans la médecine humaine, mais qui, dans les faits, dans les chiffres, c'est bel et bien prescrit. Et on parlait de diminution de grammes par kilo, et il y avait un tollé pour dire c'est hors de question, on ne le fera pas. Oui, sauf qu'avec le réchauffement climatique, on nous dit qu'on doit manger moins de viande parce que c'est mauvais pour la taxe carbone, donc on aura un effet collatéral éventuellement favorable pour les antibiotiques. Peut-être. Avec un coût énorme pour la société, ces bactéries multirésistantes, et pour les hôpitaux. Nous, on l'avait chiffré au sein de notre hôpital, on était à 175 000 euros par an de prescription d'antibiotiques innovants pour les bactéries multirésistantes, avec un taux de décès extrêmement élevé. Donc, on estime que le surcoût d'une bactérie multirésistante, c'est 1100 euros en moyenne par séjour hospitalier. Et donc, ça vaut la peine, en tout cas, d'investir dans les infectiologues, par exemple. En février 2017, l'OMS a publié la liste des bactéries résistantes qui menacent à l'échelle mondiale, avec toujours en un les acinetobactères, hein, qui sont un gros problème de résistance. Malgré tout, j'avais déjà présenté des acinetobactères dans une autre conférence multi-hôpitaux. Et nous, on n'est pas très confrontés à ces acinetobactères multirésistants, mais plutôt aux pseudomonas. On en rencontre extrêmement rarement. C'est plutôt un problème qui touche l'Inde, les pays d'Afrique, mais chez nous, on n'en a pas tellement. Des mécanismes de résistance chez les bactéries, il y en a énormément, hein, les changements de perméabilité. euh, les pompes à effluves, c'est ce qu'on voit par exemple pour le pneumocoque qui fait une pompe à effluves pour chasser l'antibiotique plus vite de l'intérieur de son cytoplasme. Modification de la cible, c'est ce qu'on voit sur les quinolones par exemple. Et inactivation de l'antibiotique par enzyme, bien sont les bêta-lactamases par exemple. Tous ces mécanismes de résistance sont classés en classes. C'est la classification la plus connue en classe A, classe B, classe C, classe D, avec en rouge ceux qui nous posent le plus de problèmes. Les BLSE, par exemple, ben, ça ne c'est même pas un problème, c'est devenu courant. Maintenant, les jeunes filles qui viennent avec une pyélonéphrite et c'est un germe BLSE, on doit l'hospitaliser. C'est devenu extrêmement fréquent. Les carbapéménases de type KPC, de type VIM, NDM, sont celles qui nous posent énormément de problèmes, et les OXA 48 avec comment on dit, un décryptage génétique qui est assez bien connu et établi en fonction de la bactérie, du type de résistance. On peut faire des séquençages pour connaître exactement le type de résistance quand vous envoyez votre bactérie au laboratoire de référence. Alors, les stratégies qu'on met en place pour faire face à ces bactéries multirésistantes pour lesquelles on n'a plus d'antibiotiques actifs actuellement, elles sont de plusieurs types. Soit on va optimaliser, et c'est ce qu'on a fait pendant des années, parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait rien d'autre, c'est de prendre les antibiotiques qu'on a et d'essayer d'augmenter les doses, de changer la façon de les donner pour avoir une plus grande efficacité, soit en utilisant les perfusions continues, soit en utilisant le monitoring thérapeutique, hein, ce qui se fait quasi dans tous les hôpitaux, et la Belgique est très en retard pour ça, l'utilisation de très hautes doses. Et puis maintenant, nous avons de nouveaux antibiotiques qui sont sortis. Les combinaisons d'antibiotiques s'utilisent fréquemment et depuis très longtemps, et l'utilisation des bactériophages. Alors, l'optimalisation des antibiotiques, hein, c'est le principe du pharmacocinétique, pharmacodynamique. Hein, on sait qu'il y a des antibiotiques comme les bêta-lactames, c'est le temps au-dessus de la concentration minimale inhibitrice de la bactérie qui est important pour avoir une efficacité maximum. Et donc, on doit monitorer pour rester au moins 70 à 80% du temps au-dessus. C'est pour ça qu'on utilise les perfusions continues dans ces cas-là. Les quinolones, c'est par contre le rapport AUC sur MIC qui est important, ce qui fait qu'on peut le donner en une ou deux fois, ça ne change pas énormément les choses. Les aminoglycosides, par contre, sont purement pic dépendants, ce qui fait qu'on maintenant on les recommande de donner en une fois avec de très hautes doses pour minimiser la toxicité et augmenter l'efficacité. Donc, comme je vous disais, les bêta-lactames, il faut avoir un temps au-dessus de la concentration minimale inhibitrice de votre bactérie, ce qui peut facilement se calculer au laboratoire d'avoir la concentration minimale inhibitrice de votre bactérie. Et si vous faites un monitoring thérapeutique, vous savez à combien vous êtes en concentration. Il y a une bonne corrélation avec la réponse clinique. Ça a été montré par maintenant de nombreuses études, ce qui fait que dans les cas graves, il est recommandé d'utiliser les perfusions prolongées ou continues, euh, surtout quand on est face à des bactéries multirésistantes. En pratique,
C'est plus compliqué que ça, puisque ben, je ne sais pas dans vos hôpitaux comment ça se passe, mais chez nous, quand on envoie pour un dosage de bêta-lactamine, vous recevez le résultat du dosage, soit le patient est mort ou guéri, ou alors le tube n'arrive jamais. Mais c'est très compliqué quand ce n'est pas fait sur place. Si vous allez dans des conférences d'antibiothérapie française, en France, c'est passé dans la pratique courante de monitorer les bêta-lactames pour éviter les complications de type crise d'épilepsie et pour majorer l'efficacité et diminuer le risque de résistance. Avec plusieurs études qui ont montré, notamment cette méta-analyse du Lancet, ben, que le monitoring des bêta-lactames chez les patients en sepsis améliorait la survie des patients, ce qui est quand même important. C'est pas simplement on améliore des concentrations sériques, on diminue les résistances. Non, la survie du patient est augmentée. C'est une méta-analyse qui a repris énormément d'études parce qu'il y en a eu beaucoup, 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 et qui, comme je vous ai dit, ont montré vraiment un bénéfice de monitorer les bêta-lactamines et d'utiliser des perfusions prolongées ou continues. Prolongées ou continues, la différence, comme vous le savez, c'est qu'il y a certains bêta-lactames, vous mettez la ceftazidime dans la perfusion de 24 heures, elle s'écoule en 24 heures, il n'y a pas de problème. Si vous faites la même chose avec le cefepime, le céphépime se dégrade et devient rouge, et donc il faut faire plutôt des perfusions prolongées et les changer régulièrement. Pour les aminosides, c'est différent, c'est le pic qui est important. Et donc, on doit obtenir un pic qui est à 8 à 10 fois la CMI de la bactérie pour pouvoir avoir une efficacité optimale, ce qui peut se monitorer également extrêmement facilement puisque vous faites un dosage de pic et vous avez la CMI de votre bactérie. Et donc, vous savez combien vous devez donner d'aminosides pour pouvoir passer 10 fois au-dessus de la CMI. La bactéricidie est très importante des aminosides, donc ce sont des antibiotiques extrêmement intéressants justement chez les patients qui sont sceptiques. Euh, je pense que j'ai plus ou moins dit tout. Avec des publications qui ont montré clairement qu'il valait mieux utiliser une très grande dose d'aminosides avec allez, on le donne une seule fois par jour, pas comme avant on faisait avec la gentamicine en 3 fois par exemple. C'était beaucoup plus intéressant et on obtenait une bactéricidie plus importante chez les patients. Et cette technique peut être utilisée notamment, c'est ce qu'on avait fait à Erasme à l'époque, chez des bactéries multirésistantes qui sont résistantes à tous les antibiotiques connus. On se dit, ben, puisqu'il faut passer 10 fois au-dessus de la CMI, s'il y a encore une petite sensibilité de la bactérie aux aminosides, eh bien, on va augmenter nos doses d'aminosides jusqu'à obtenir 10 fois la CMI. Le problème, c'est la toxicité. Donc, pour diminuer la toxicité, alors vous mettez le patient en CVVH dès que vous avez eu votre pic pour éliminer l'antibiotique. Et puis, dès que vous avez un taux qui est inférieur à 2 ou 1, vous redonnez une très, très haute dose. Ça a été fait chez quelques patients qui ont survécu et c'est une technique qui fonctionne. Bon, le problème, c'est le coût, la toxicité, qu'il faut le faire aux soins intensifs, mais sinon, ça peut fonctionner si vous avez encore une toute petite sensibilité sur les aminosides. Ah, voilà. Alors, la combinaison d'antibiotiques, ben ça, c'est une vieille affaire qu'on ressort, en fait, hein. On avait montré qu'il y avait des effets synergiques et antagonistes avec de nombreux médicaments. La première constatation entre deux antibiotiques, c'est en 1950, hein, euh, pardon. Voilà. Et où on décrit l'interaction entre les antibiotiques et la première fois qu'il y a une synergie, un effet additif et un effet antagoniste entre certains antibiotiques, en tout cas in vitro et chez l'animal. Alors, il faut savoir que cette synergie a toujours été très contestée puisque ce qu'on constate dans une boîte de pétri et ce qu'on constate chez le vivant est parfois très difficile à mettre en évidence, voire n'est pas du tout superposable. Mais les premières synergies qu'on a utilisées très fréquemment, c'est l'ampicilline avec la gentamicine sur l'entérocoque et sur les endocardites, ce qui se fait encore couramment à l'heure actuelle dans les endocardites.
Et donc, bah, ça, c'est un peu bateau pour tout le monde, hein. Quand il y a 1 + 1 = 2, il n'y a pas de différence, hein. 1 + 1 est inférieur à 2, c'est-à-dire qu'il y a un antagonisme. L'effet est moins important quand vous mettez deux antibiotiques ensemble que quand vous les mettez séparément. Et la synergie, c'est quand l'effet est plus important que la somme des deux antibiotiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des antagonismes entre les antibiotiques. Et ça, c'est pas toujours très connu. Les antagonismes, alors le principal mécanisme d'antagonisme, c'est l'induction de sécrétions de bêta-lactamases inductibles, comme par exemple les céphalosporines qui sont sécrétées par les entérobactéries du groupe 3. Les entérobactères, c'est très bien démontré pour les entérobactères, les Serratia, les citrobactères. C'est pour ça qu'on dit que toutes les bactéries en R, il vaut mieux ne pas utiliser une céphalosporine de la première à la troisième génération, puisqu'ils ont une bêta-lactamase inductible. De nombreux inducteurs ont été décrits. Donc, si vous soumettez cette bactérie avec les céphalosporines, imipenem ou l'acide clavulanique, elle va se mettre à sécréter les bêta-lactamases et va donc diminuer votre efficacité sur toute la catégorie des bêta-lactamines. L'utilisation de la pénicilline avec une céphalosporine entraîne également une résistance au traitement par surexpression de la céphalosporinase. Et donc, cet antagonisme a été montré notamment, c'était ah oui, oui, ça c'était intéressant. Il y a aussi un antagonisme qui commence à être démontré avec les désinfectants. Et donc, visiblement, quand vous soumettez des acinetobactères à de la chlorhexidine, mais le problème de la chlorhexidine, c'est quand vous êtes au centre de votre tampon, vous avez mis la chlorhexidine, vous avez des très bonnes concentrations, l'acinetobactère meurt. Quand vous êtes dans une zone plus large où il y a eu moins de chlorhexidine, les concentrations ne sont pas suffisantes pour le tuer. Et donc, l'acinetobactère va réagir en augmentant la taille de sa paroi et augmentant l'expression de certaines protéines, ce qui fait que les acinetobactères qui ont résisté, eh bien, sont devenus résistants à beaucoup de bêta-lactamine. La synergie, c'est la constatation que la réduction de la concentration minimale inhibitrice est plus importante quand vous mettez les deux antibiotiques ensemble. Par exemple, on a des études qui montrent que pour le Klebsiella pneumoniae, le méropenem a démontré une diminution plus élevée de la CMI que suivi d'amicacine et d'astréonam. Et donc, il y aurait sans doute un effet synergique. Tout ça n'est pas démontré in vivo, mais en tout cas in vitro, ça l'est. Et quand on n'a pas beaucoup d'autres choix, puisque la bactérie est multirésistante, en tout cas, on peut essayer de majorer l'effet des antibiotiques en les associant de manière intelligente et pas antagoniste. Pour le Pseudomonas aeruginosa, ça a été démontré aussi avec la ceftazidime et le meropenem, quand on l'associait aussi avec les aminosides. Euh, Ah oui, alors une belle étude qui a montré un petit peu sur les bacilles grammes négatifs quelles étaient les synergies les plus intéressantes. Ça, c'était le mécanisme de l'étude. Et donc, ils ont étudié beaucoup de combinaisons antibiotiques et c'est souvent celles qu'on utilise en pratique qui ont montré les meilleurs chiffres de, de synergie, justement, avec pour la cinétobactère une très bonne synergie quand vous associez la tigécycline avec la colistine, donc les polymycines par exemple, ou la phospho, hein. La rifampicine montrait également un effet synergique. La rifampicine, c'est aussi euh, l'antibiotique qu'on emploie un peu partout, parce que in vitro, quand vous mettez de la rifampicine avec n'importe quel antibiotique, ça donne une synergie. In vivo, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, notamment par exemple parce que la rifampicine est très inducteur des enzymes hépatiques, et notamment, par exemple, quand vous faites des associations rifampicine-quinolone, ben, comme la rifampicine diminue vos concentrations de quinolone parce que vous stimulez votre cytochrome, ben, la synergie est peut-être plutôt un antagonisme qu'une synergie. Mais in vitro, ça fonctionne. La polymycine et la phosphomycine également montrent une synergie in vitro. Il y a des synergies qui sont assez déductibles facilement de par le mécanisme d'action. C'est pour ça qu'on dit toujours que la polymycine potentialise l'effet des bêta-lactames, puisque la polymycine fait des trous dans la paroi bactérienne et que les bêta-lactames peuvent rentrer par ces trous. La colistine combinée à la rifampicine ou à la phosphomycine sur le Klebsiella pneumoniae. Et pour le pseudomonas, c'est les combinaisons imipenem, amicacine, carbapenem, colistine qui ont montré les plus grandes effets synergiques et les meilleurs effets chez le patient. Alors, oui, ça, c'était donc les études qui ont montré que les polymycines avec les carbapenems, c'est ceux qui, sans doute, ont le meilleur effet synergique. C'est quelque chose qu'on avait
isolé aussi à l'hôpital Erasme à l'époque où je l'étais. Les gens qui avaient des bactéries multirésistantes qui survivaient le mieux étaient souvent ceux qui avaient l'association carbapénème et polymyxine. Ça, c'est une étude de Lebovici sur la monothérapie. Ah oui, ça, c'était aussi intéressant parce que, alors, donc, comme je vous disais, les bêta-lactames sont synergiques avec les aminoglycosides. C'est quelque chose qui perdure et qui reste dans notre inconscient, ce qui fait que dans le choc septique, il est recommandé de mettre de l'amicacine à 25 mg kg avec une bêta-lactame, ce qui se fait couramment. Pourtant, dans toutes les études cliniques, et il y en a eu énormément, l'association d'un aminoglycoside, donc de l'amicacine, avec une bêta-lactame dans le sepsis ou le choc septique, non seulement ne montre pas d'augmentation de survie, ni dans les méta-analyses, ni dans les études, mais montre plutôt une augmentation de la durée hospitalière par complications sur la fonction rénale et sur d'autres paramètres. Et donc, si c'est vrai que dans tous les textbooks, vous verrez, dans tous vos manuels, on vous dit de faire cette association et on le fait. En fait, c'est plus, je pense, par effet, parce que c'est un peu le Xanax de l'infectiologue, hein. On rajoute de la muquin, on se sent mieux. Mais en pratique, il n'y a pas d'étude qui a démontré que c'était efficace et les méta-analyses montrent plutôt que ce serait plutôt défavorable. Le chapitre suivant, c'est les nouveaux antibiotiques. Heureusement, la recherche a repris face notamment aux stimulations de l'OMS sur les nouveaux antibiotiques, hein. Il faut savoir que euh, beaucoup d'antibiotiques sont sortis récemment avec des antibiotiques qui vont cibler ceux pour lesquels on a le plus de problèmes, les BLSE, les carbapéménases de type VIM, OXA48 et KPC. Le premier dont on parle, c'est la ceftalozane tazobactam, hein, le Zarbexa, qui est disponible en Belgique. Il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles en Belgique, donc celui-là, il l'est, et qui va pouvoir cibler justement c'est surtout pour les cap... Non, c'est pas pour les KPC, c'est pour... Je pense que j'ai mis après. Le ceftalozane tazobactam, justement, c'est pas pour les VIM, c'est pas pour les NDM, c'est plutôt pour les ah oui, c'est plutôt pour les efflux et pour les bêta-lactamases à spectre étendu. Et donc là, ça ne nous aide pas beaucoup sur le problème que nous on a, qui sont surtout les VIM et les OXA48 avec une augmentation des sensibilités du Pseudomonas aeruginosa quand on utilise cette combinaison ceftalozane-tazobactam qui remonte à 72,5% sur des souches multirésistantes, alors que l'imipénem était tombé à 12% de sensibilité. Malheureusement, il y a déjà des souches qui sont devenues résistantes aux Arbexa, hein, ça c'est arrivé très très vite. La raison de ces apparitions de résistance chez le patient, c'est ce que tout le monde sait, hein. Si le foyer n'est pas drainé correctement et que vous utilisez un nouvel antibiotique, eh bien, vous allez sélectionner un clone, une souche qui est déjà résistante. Donc, le drainage des collections est quelque chose d'extrêmement important. Pour la ceftavisidine avibactam, on a jusqu'à 10% d'émergence de résistance par mutation dans la boucle de KPC et les facteurs de risque qui ont été mis en évidence pour l'apparition et l'émergence des résistances face à cette nouvelle molécule euh, le Zavicefta, hein, qu'on utilise de plus en plus malheureusement, c'était les patients en hémodialyse et l'utilisation de posologie insuffisante, ce qui est souvent un problème avec les antibiotiques quand ils sortent sur le marché. Ils sortent souvent avec des posologies standardisées, mais qui ne sont pas du tout adaptées pour les patients qui sont hémodialysés en CVVH, en ECMO, pour lesquels il faudrait utiliser un monitoring thérapeutique pour pouvoir savoir quelle dose vous donner, mais qui n'est pas tellement disponible, en tout cas chez nous, c'est très, très compliqué. Puis vous avez la sortie des inhibiteurs de bêta-lactamase associés à un carbapénème. Ça, c'est le Vaborem, hein, c'est le méropénème plus Vaborbactam. Je pense pas qu'il est disponible chez nous. Celui-là, non, je pense pas. Il faut l'importer. On a une action sur les enzymes de classe A et C. Donc, c'est très actif sur les KPC. Mais par contre, ce n'est pas actif sur les VIM, ce qui nous pose problème chez nous. Donc, on n'a pas beaucoup d'intérêt de l'employer parce que les KPC ne sont pas un très gros problème chez nous. Et donc, il n'augmente pas tellement l'efficacité sur les Pseudomonas aeruginosa multi-aires. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
l'imipenem relebactam, le recarbrio. Alors, vous voyez que toutes ces molécules sont toutes commercialisées dans le monde entier. La Belgique a un retard colossal et n'aura sans doute jamais accès à toutes nouvelles, euh, ces nouveaux antibiotiques pour plusieurs raisons dont on pourra reparler ultérieurement. Mais vous le savez, c'est premièrement parce que les ministres disent c'est trop cher, ça ne rentre pas sur le marché. Et donc la firme dit bah, si ça ne rentre pas maintenant, ça ne rentrera jamais parce qu'on ne va pas vous faire moins cher. Alors que l'Allemagne l'a pris, la France l'a pris, la Suisse l'a pris, les États-Unis l'ont. Et donc certaines molécules, notamment l'adaptomycine, a dit bah, on ne rentrera jamais sur le marché belge. Également parce que le marché est trop petit et que les frais pour rentrer sur le marché sont colossaux pour un marché de niche, puisque heureusement, on n'a pas encore énormément de patients sous ces antibiotiques-là, ce qui fait qu'on n'a pas accès à ces antibiotiques. Et si vous n'avez pas accès, vous devez les importer. Quand vous les importez, c'est à charge du patient. Il doit payer les frais d'importation, le prix là-bas sans remboursement. Et donc, ben, on est confronté parfois à dire aux patients, ben, si vous avez 1 500 € par jour, vous avez l'antibiotique. Si vous n'avez pas, ben, vous mourrez. Donc, l'ibipédème relébactam, c'est une molécule proche de l'avibactam, hein, donc c'est un inhibiteur des bêta-lactamases et qui permet de récupérer certaines souches de Pseudomonas aeruginosa qui sont déjà limites sur l'imipénème euh, avec une diminution d'acémie d'un facteur 8, donc ce qui est quand même assez intéressant, mais ça ne marche pas non plus sur les VIM. Brice, si je peux juste faire un tout petit commentaire sur ton commentaire précédent. Donc, ce sont des molécules, des associations de molécules qui ont eu la mise sur le marché européen. Oui, Et donc, pour bien insister sur le fait que ces molécules sont remboursées dans les autres pays européens. oui, OK. Et pas en Belgique. oui. OK. Si vous allez au congrès français d'Aricaille, vous avez tous les stands de toutes ces molécules qui sont partout et chaque fois, désespérément, on y va toujours faire un petit tour pour dire vous rentrez quand sur le marché belge et ils répondent toujours jamais. Donc on les aura sans doute jamais, sauf si on a un changement de ministre ou un changement de législation européen belge. Toup. Ça, c'était pour montrer que les souches redevenaient sensibles. L'Astreonam avibactam, ça, c'est une molécule extrêmement intéressante, mais qui n'est pas disponible en Belgique non plus. L'Astreonam avibactam est quasi disponible dans tous les pays d'Europe et du monde, mais ne rentrera probablement pas non plus sur le marché belge. Donc, comme l'astréonam a toujours eu une concentration minimale inhibitrice limite sur les pseudomonas, c'est pour ça qu'ils ont toujours répondu I, parce qu'il y a une sécrétion naturelle de céphalosporinase et bêta-lactamase qui diminue sa sensibilité. On s'est dit, si on associe à la vibactam et qu'on supprime cette inhibition, eh bien, on va avoir une restauration de l'effet de l'astréonam, notamment sur les pseudomonas, avec parfois quelque chose d'extrêmement intéressant, même sur les NDM même sur les VIM, c'est ça qui nous importait, c'était de trouver un antibiotique actif. Comme ce n'est pas disponible, ce que l'on fait en pratique chez nous et enfin, en Belgique, c'est qu'on prend la ceftazidime avibactam et on met de l'astréonam, tous les deux à très haute dose. Donc ça fonctionne puisque vous avez la même association, si ce n'est que vous mettez deux bêta-lactam à très haute dose et donc vous majorez les effets secondaires chez le patient, tout simplement parce que l'association seule n'est pas disponible chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au laboratoire? Eh bien, on fait un test de synergie. On met l'astréonam seul, on met la ceftazidime avibactam seul, et on met les deux disques ensemble. Chez nous, on fonctionne avec des tigettes, mais on les met l'une à côté de l'autre, et on voit si le disque a un effet synergique. Si c'est le cas, on met synergie positive, et on utilise cette association qu'on a utilisée de nombreuses fois chez nous. Alors, le meilleur antibiotique, enfin, le meilleur, c'est un peu un jugement de valeur sur les antibiotiques, c'est le céphidérocol. C'est surtout le plus innovant et le plus intelligent et qui nous permet de faire face à toutes les bactéries multi-résistantes, parce que les résistances au céphidérocol, pour le moment, sont encore anecdotiques, heureusement. On a une absence croisée de résistance à quasi toutes les céphalosporines, même avec inhibiteurs. Et donc, c'est la technique du cheval de Troie. Ils se sont dit, puisque les bactéries sont des grandes consommatrices de fer. Elles ont besoin d'énormément de fer pour pouvoir fonctionner. C'est pour ça que les études ont montré que si vous avez un patient, ça se voit fréquemment en chirurgie bariatrique, un patient qui est limite septique et qui a une hémoglobine très basse, hop, le médecin lui remet de l'injecte à fer, eh bien, son choc septique va être beaucoup plus rapide et va se majorer parce que les bactéries vont d'abord utiliser le fer avant que vous ne le stockiez. Et donc, le fer dans les chocs septiques, c'est tout à fait contre-indiqué. Eh bien, on s'est dit, on va utiliser des sidérophores qui vont mimer le fer absorbé par la bactérie, le permettre de rentrer à l'intérieur de la bactérie, ce qui fonctionne extrêmement bien
avec j'ai pas mis plus, avec très très peu d'effets secondaires, une très bonne tolérabilité et une efficacité redoutable. Nous, on a utilisé chez quand même pas mal de patients. Et même quand c'est résistant à tout, ça fonctionne extrêmement bien, extrêmement vite, sans quasi d'effets secondaires. Le gros problème, même chose, hein, Shinobi, qui est la firme qui l'a commercialisé, est rentré sur tous les pays d'Europe et quasi dans le monde, et la Belgique ne l'a pas accepté. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que vous devez remplir des tas de dossiers avec votre pharmacien, vos diplômes, les diplômes des infectiologues de tout le monde de l'hôpital, pour avoir un droit d'importation de cette molécule, ce qu'on a et qu'on fait, mais vous êtes à 1 500 € par jour d'utilisation à charge du patient, normalement, ou bien dans notre cas, jusqu'à maintenant, l'hôpital a payé pour les patients qui étaient infectés, mais ce qui a fait une addition assez colossale chaque année. Et je ne pense pas que si ça continue, on va pouvoir continuer comme ça s'il n'y a toujours aucun remboursement en vue en Belgique de ces molécules. La plazomicine, hein, vous voyez qu'elle est sortie sur le marché, hein, c'est Zendri. Elle n'est pas sortie en Belgique non plus, évidemment. C'est un nouvel aminoside, donc c'est une de la classe des aminosides. C'est intéressant parce que je crois que c'est quasi le seul qui est sorti dans cette classe-là, qui est très actif sur les BLSE, les carbapéménases, les staphylocoques et les entérobactéries amicacines déjà résistants. Par contre, c'est inactif sur la Cynobacter, les Morganella, et ce n'est pas terrible sur le Pseudomonas. Le problème également, c'est que ça n'a pas une très très bonne pénétration pulmonaire, mais ça, on le sait avec tous les aminosides. Les aminosides ne sont pas des bonnes molécules pour les poumons. Dans la gamme des tétracyclines, ben, vous avez aussi des nouveaux arrivés. Vous savez que la tigécycline est sortie maintenant il y a quand même un petit temps. C'était une nouvelle tétracycline pour laquelle on avait beaucoup d'espoir, mais finalement qui s'avérait moins efficace, notamment si vous avez une septicémie, ça augmente la mortalité. Et, sans doute que les doses de... Mais au PV2, les autres, c'était des consultes. Mais quand les plages d'impuls sont mobiles, on va des consultes. Sans doute que les doses de tigécycline qu'on utilise en pratique sont très infrathérapeutiques parce que, en tout cas, en pratique maintenant, dans les infectiologues, quand on a un patient pour lequel on doit utiliser la tigécycline, en général, on l'utilise à double dose à 100 mg 2 fois plutôt qu'à 52 fois avec des meilleurs résultats, surtout dans tout ce qui est intra-abdominal. Mais les ravacyclines, qui est également sorti sur le marché, puisque c'est Xerava dans tous les pays du monde, mais ne sortira pas en Belgique non plus. Elle est très intéressante, comme l'était la tige V, mais avec sûrement avec des meilleures concentrations et très peu d'effets secondaires, puisqu'elle est efficace sur les entérocoques et sur le Staph doré multirésistant, en étant en même temps efficace sur les BGN et sur les anaérobes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique pour l'intra-abdominal ou pour les ostéites, puisque dans les pieds diabétiques et des germes multirésistants, vous avez souvent du MRSA avec des BLSE, et cet antibiotique permet de couvrir tout, mais pas sorti en Belgique et ne sortira probablement pas. La dernière technique dont je vais parler très peu parce que vous allez avoir un grand tour justement sur le sujet en détail par quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé que moi, c'est l'utilisation des bactériophages. Les bactériophages, je dis juste un mot, c'est pour vous dire, dans le règne vivant, il y a toujours un prédateur pour chaque animal. Et le prédateur naturel des bactéries, ce sont les bactériophages qui sont des virus. C'est tellement répandu sur la Terre et abondant, les bactériophages, qu'on estime que c'est le règne vivant le plus important de la planète Terre et qu'on a mis en évidence déjà il y a très 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 longtemps. Les pays de l'Est, notamment, utilisent des bactériophages de manière courante. La Russie et l'Ukraine utilisait énormément les bactériophages. Le problème, c'est qu'ils avaient une utilisation non codée et avec pas d'études disponibles de bonne qualité, randomisées, qui montraient clairement une efficacité. Donc, c'était très fort décrié et un peu tombé dans l'oubli dans les pays européens. Et puis, vu l'émergence de bactéries multirésistantes, on s'est dit, pourquoi pas, eux l'utilisent, on va l'utiliser. Beaucoup d'études sont en train de sortir, il y en a énormément pour le moment qui sont en cours. On a participé à l'une d'entre elles avec l'hôpital militaire, avec premièrement, un profil de tolérabilité qui est extrêmement bon. Les patients, quand on leur a injecté des bactériophages ou donné un aérosol, ils ont fait 0 effet secondaire. Deuxièmement, on a démontré qu'il y avait une synergie entre les bactériophages et les antibiotiques et que donc vous récupériez de la sensibilité de certains antibiotiques en rajoutant des bactériophages.
Troisièmement, on peut avoir une application qui est extrêmement nombreuse. On peut le mettre en local dans un os, on peut le mettre en local dans un œil, on peut le mettre en intraveineux, en aérosol. Toutes les utilisations sont possibles. En intravésical aussi, on l'a fait. En intravésical avec des très bons résultats. Le problème des bactériophages, ben, c'est que la résistance des bactéries, c'est la même chose. Ben, il y a toujours un clone bactérien qui est résistant à ce virus-là. Toujours. Et ce clone bactérien, si le drainage n'est pas bon, va se multiplier, va prendre le dessus, votre bactériophage va être inactif. En pratique, comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est sur la synergie. Donc, vous voyez que quand on, notamment l'astréoname, quand on rajoute le bactériophage, vous retrouvez une efficacité bien plus importante. Même chose avec la colistine, même chose avec la gentamicine. En pratique, comment on fait? Ben, vous prenez votre souche, vous l'envoyez à l'hôpital militaire où ils vous font un phagogramme qui vous donne la sensibilité aux phages qu'ils ont, qui sont disponibles, parce qu'ils n'en ont pas à l'infini, parce que c'est très compliqué, très fastidieux de purifier pour obtenir votre phage. Et s'ils ont un phage qui correspond à votre bactérie, eh bien, ils vous envoient ben, des phages que vous pouvez utiliser soit en aérosol, soit en intraveineux. Ça, c'est l'étude qui est en train d'être publiée par l'hôpital militaire. Je pense qu'elle est déjà publiée d'ailleurs, hein, sur l'utilisation des phages en Belgique dans tous les centres qui les ont employés, dont nous, avec une grande spécificité par rapport à la bactérie que vous ciblez, ce qui est extrêmement intéressant parce que vous savez que les antibiotiques, ben, on incrimine beaucoup la perturbation du microbiote qui est responsable de beaucoup de complications après l'utilisation des antibiotiques, notamment le Clostridium difficile, c'est connu, mais sans doute qu'il y a des répercussions plus importantes que cela. Le phage n'a pas du tout ce problème-là, puisqu'un virus est spécifique de son hôte. Ça va tuer que son hôte, et s'il n'est pas face à son hôte, il ne sait juste rien faire, il disparaît avec très peu d'effets secondaires. Il n'y a pas d'allergie décrite pour le moment aux bactériophages. Même quand il y a une très très forte densité bactérienne, ça ne change rien. Le phage, c'est un virus. Hein. C'est pas parce qu'il y a 200 personnes ici dans la pièce que le virus de la grippe sera moins efficace. Il va faire justement, il va se reproduire d'autant plus facilement. Les mécanismes de lyse bactérienne sont favorisés, donc vous retrouvez une sensibilité à certains antibiotiques. La synergie, je vous en ai parlé, et ça permettrait sans doute aussi à l'avenir, si on a plus d'études sur les phages, de pouvoir utiliser moins d'antibiotiques en utilisant des bactériophages à leur place. Mais voilà, qui clôture un peu les stratégies qu'on peut utiliser et que nous avons utilisées au Chirec ces dernières années, avec notre expérience actuelle que je peux vous résumer avec 21 patients qui ont été traités pour des germes pan-résistants. C'était 20% de femmes pour 80% d'hommes, avec un âge médian de 60 ans. C'est clair que vous avez moins de chances d'attraper une bactérie multirésistante à 25 ans en bonne santé que quand vous êtes BPCO multitraité de 55 ans. Les germes qu'on a eu majoritairement, on a eu une Oxa 48 Klebsiella. Récemment, on en a encore eu deux, je pense. Un Citrobacter KPC, un Enterobacter BLSE j'ai mis BLSE parce qu'il avait de multiples mécanismes de résistance, mais des autres, on ne les a pas identifiés. Mais en tout cas, il avait une BLSE, mais il était résistant à quasi tout. Deux Pseudomonas qui étaient mécanismes de résistance porine plus efflux et 16 VIM. Donc ça, c'est énorme. Et c'est ça qui nous a posé beaucoup de problèmes. Avec des antibiogrammes, comme vous le voyez ici, que nous recevons, ben, vous n'avez plus grand-chose à donner sur votre pseudomonas. Et alors, le laboratoire vous teste la synergie ceftazidime avibactam avec l'astréoname et vous la répond dans nos protocoles, hein, parce que ben, maintenant, ils sont assez drillés au laboratoire. Ils savent que dès qu'ils ont un profil de résistance un peu mauvais, ils doivent tester le cefidérocol, la ceftalozane, le Zavicefta et tester la synergie entre les antibiotiques. Encore un autre ici, d'un autre patient, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de perspectives thérapeutiques, puisque même la phosphomycine était touchée, elle était résistante, et la cipro était clairement R, même en e-test. Le problème de la colie, ben, c'est que nous, on la répond S parce qu'on la teste par le VITEC, mais vous savez que, enfin, vous devez savoir que la colistine, le test par le VITEC, donc par l'automate, est extrêmement mauvais pour identifier les résistances et les sensibilités. Il faut faire une microdilution. Le problème des microdilutions, ben, c'est que dans les laboratoires comme le nôtre, qui ne sont pas des laboratoires universitaires, ça prend trop de personnel, il faut être formé, ça coûte cher à mettre en place, et donc on ne fait pas de microdilution chez nous. Donc quand c'est S, on estime que c'est S. Si on commence à avoir des résistances à la colibomycine, on ne sait rien dire malheureusement.
12 patients ont été traités par l'association Astrenam ceftazidime avibactam plus colistine, avec une mortalité de 41% tout de même, hein. 9 patients ont reçu le céphidérocol avec une mortalité inférieure plus que 30%. 6 patients ont reçu une association d'antibiotiques avec des bactériophages. Là, on avait une mortalité de 70%. Mais on ne peut rien dire parce que ce n'est pas une étude, c'est juste nos chiffres bruts. Et forcément, les patients chez qui on a utilisé les bactériophages en plus des nouveaux antibiotiques, c'est parce qu'on était désespéré et qu'on ne savait rien faire d'autre. Donc forcément, la mortalité est plus élevée. Un a été traité par gentamicine haute dose avec CVVH. Un patient a été traité par ceftalozane tazobactam. Et un patient, ça c'est les NDM, hein, on les reconnaît toujours parce qu'on les traite toujours par tigéastrenam. En général, les NDM sont sensibles à la tigécycline. Ça, c'est le profil de nos patients que nous avons traités. Donc, c'était majoritairement des VAP, hein, des patients qui sont restés longtemps au respirateur. Et on a eu beaucoup la fin de l'épidémie de coronavirus avec des gens qui étaient restés très, très, très longtemps au respirateur. Le coût pour notre estimation en Zavicefta, on a dépensé 97 344 euros. Vous voyez que c'est quand même vraiment pas négligeable, hein. Le Cefidérocol, 86 000, le Zerbaxa, 28 000, avec un total de 212 454 euros depuis 2020. Donc finalement, ça vaut peut-être la peine de financer un infectiologue de plus. Ça peut être moins cher que de payer des antibiotiques plus chers. Et donc, en conclusion, les antibiotiques vont rester à la base du traitement pour le moment. Pour la plupart des bactéries, on n'a pas énormément de perspectives pour le moment. Les vaccins sont en train de sortir. Vous avez un vaccin type Pseudomonas qui est à l'étude pour le moment, mais bon, c'est vraiment des phases de recherche. Le vaccin pour l'érysipèle, lui, par contre, est plus avancé, mais ça cible plutôt la toxine. Mais ça a l'air intéressant. Mais dans l'immédiat, on n'a que les antibiotiques. Les stratégies, on va voir toutes les utiliser en combinaison, c'est-à-dire augmenter la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, l'améliorer, en plus que d'utiliser des nouvelles molécules et d'autres techniques. Et la lutte contre la surconsommation d'antibiotiques, elle est primordiale et c'est ça qu'il faut évidemment faire, hein. Si les pays du Nord, comme la Suède, la Norvège, sont toujours exemplaires, c'est parce que vous regardez leur taux de prescription d'antibiotiques, il est anecdotique par rapport à nous. En Hollande, par exemple, quand vous avez une otite moyenne, le généraliste ne peut pas prescrire d'antibiotiques, il n'a pas le droit. Si jamais ça n'évolue pas bien au bout de 48 heures, il doit le référer à un ORL qui doit réaliser la parasynthèse. Si la parasynthèse échoue, il peut mettre des antibiotiques. Chez nous, vous avez mal à l'oreille, on vous donne des antibiotiques. Si ça évolue mal, la parasynthèse, c'est très rare qu'on la fasse encore, hein. Et avant, les généralistes la faisaient d'ailleurs eux-mêmes. Maintenant, plus personne ne sait faire une parasynthèse comme ça. Le rôle des infectiologues est primordial et sous-représenté, malheureusement, dans cette lutte. Voilà. Merci, Brice. Alors, j'essaie de micro à Jean. Commentaire pendant que... Non, c'est une très belle présentation de l'avenir, ou en tout cas du présent et de l'avenir qu'on espère voir arriver bientôt, c'est clair. Je suis quand même impressionné, enfin, comme tout le monde, sur la discordance qu'il y a entre les mises sur le marché, enfin, les autorisations de mise sur le marché en fonction des pays. Euh, c'est assez dramatique. Alors, en plus de ça, c'est quand même essentiellement, comme tu le disais, des infections graves, des patients en très mauvaise santé, en très mauvais état, des patients de soins intensifs. Je pense qu'il faut aussi rajouter au coût le coût de la durée des soins intensifs et de toutes les autres procédures parce qu'ils n'ont pas que l'antibiotique. Ils ont évidemment, c'est le coût global, c'est les 60 jours passés aux soins intensifs, c'est toutes les complications, c'est les CVVH, c'est les injections d'autres choses qu'on essaye en dernier recours. Et donc, on arrive à des factures absolument hallucinantes, alors que sans doute, et pas toujours, je ne jette pas la pierre d'office, mais sans doute qu'une prise en charge plus adéquate, plus fine au début de la maladie n'aurait pas amené le patient dans cet état terminal. Moi, j'ai un peu une question par rapport à ça aussi. Si si tu nous adressais finalement le spectre, je dirais, infectieux de ces malades, mais est-ce qu'on pourrait identifier des facteurs prédictifs? Donc, tu vois un patient, compte tenu de toutes ces pathologies, te dire, ah, voilà un patient à risque de développer un problème de multirésistance. Autrement, il y a moyen d'identifier ces patients au départ?
Oui, 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 il y a moyen d'identifier ces patients et ça l'a été fait, hein, notamment bon, l'immunosuppression, c'est connu. La polymorbidité des patients, évidemment, c'est très connu, hein, notamment les patients BPCO, tabagiques, qui ont des bulles d'emphysème, des bronchiectasies colonisées par plein de bactéries. Ceux-là, ben, dès qu'on les met au tube, on sait déjà on est déjà un peu perdant. Également, ben, ce que je disais, montrais, c'est qu'on l'a vu dans nos chiffres, on le voit dans les études, de plus en plus, la médecine est devenue jusqu'au boutiste et ne sait pas dire non. Et donc, on voit le profil des gens qui sont morts avec, en la plupart du temps, avec des bactéries multirésistantes, malgré des antibiothérapies terribles qu'on a mis en place. Ben, si vous regardez le dossier et que vous êtes un peu objectif, depuis le début, il fallait pas le mettre aux soins intensifs. C'était un patient beaucoup trop comorbide, dont, si vous regardiez l'espérance de survie, à 10 jours était quasi nul. Mais c'est de plus en plus difficile apparemment de dire non, on ne le prend pas. Mais également, le fait que les antibiotiques, maintenant, quand vous voyez, en tout cas chez nous, si vous mettez un patient ne pas réanimer, ne pas prendre aux soins intensifs, eh bien, dans les soins de confort, l'antibiothérapie est donc garder les soins de confort, dont antibiotiques. Ben, c'est clair que parfois, ça peut soulager un patient qui se noie dans ses sécrétions d'avoir un peu d'antibiotiques, mais vous allez créer des résistances qui vont nuire aussi à tout votre hôpital. Donc, si vous sauvez parfois, vous améliorez le confort d'une personne en donnant des antibiotiques, ben, peut-être qu'à côté, il y a 10 personnes qui vont mourir parce que vous avez créé un clone résistant. Oui. Finalement, par exemple en gériatrie, en première ligne, à part un peu de monuril, on peut prescrire encore quelque chose ou on doit passer par l'infectiologue d'abord? Ah, ben, j'espère que la formation des médecins reste encore assez bonne pour pouvoir prescrire justement dans les premières lignes de manière intelligente et de ne nous utiliser que si vous êtes face à un mur et que vous avez besoin de nous. Oui, je pense, mais bon, je pense qu'en première ligne, effectivement, c'est pas trop problématique. Mais en revenant de nouveau au type de patient, je me pose la question de savoir si en regardant tout le dossier du patient depuis le début, si à un moment donné, il n'y a pas d'autres attitudes thérapeutiques qui auraient dû être prises pour justement, dans cette classe de patients-là, éviter l'apparition d'un germe multirésistant. Puisque voilà, cette population-là est quand même bien ciblée. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des études qui ont pu être faites de ce point de vue-là, en voyant rétrospectivement, en disant, ah, là, on n'aurait pas dû utiliser tel antibiotique, et c'est éventuellement ça qui a induit une résistance. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, l'emploi des quinolones est très controversé en première ligne parce qu'on sait qu'on crée des tas de mécanismes de résistance. On a bien mis en évidence le drainage des collections, c'est primordial. Et c'est prouvé que plus le drainage est précoce, moins vous aurez d'antibiorésistance, moins vous devrez utiliser d'antibiotiques. Le problème, ben, c'est, je pense qu'on a dans tous nos hôpitaux, c'est toujours une discussion très difficile de trouver un chirurgien qui veut bien rentrer dans un patient hypotendu, pas bien, pour drainer une collection. Ils préfèrent en général dire mettez des antibiotiques 72 heures, on verra s'il va mieux. Alors que la littérature ne dit pas ça, elle dit il vaut mieux drainer tout de suite et les antibiotiques agiront mieux. Ok. Donc, le monuril, tu peux, mais pas de quinolone, hein? Ok, d'accord, ok. Euh, il y a des porteurs de ces germes, j'imagine, multirésistants qui ne sont pas malades. Qu'est-ce qu'on fait de ces porteurs? C'est très compliqué justement parce que quand on est face notamment à ce genre des entérobactéries multirésistantes comme les NDM, on a eu une épidémie quand j'étais à Iris Sud à l'époque, on peut mettre en évidence les porteurs par frottis rectal et voir que parfois il y a des épidémies qui Νίκο, sont βλέπεις ότι είναι πολύ ευαίσθητα τα πράγματα αυτά. Δηλαδή, δεν σου επιτρέπω. Γι' αυτό στη Γιάννα δεν créées justement par qui sont transportés par les soignants. Alors le problème, c'est est-ce qu'il faut dépister les soignants? Et donc, il y a eu une épidémie dont on a beaucoup parlé à Sainte-Élisabeth en néonatologie, justement d'un clone multirésistant. Ils avaient à l'époque pris l'optique, ben, on va dépister tous les soignants et les intervenants et voir qui a transporté. Il y avait eu, je pense, 7 enfants morts ou 6 enfants morts de ce clone. Et puis on a trouvé qu'il y avait une infirmière qui était vraiment porteuse naturellement de cette bactérie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est suicidée après. Parce qu'on n'a pas de traitement, on ne peut pas l'éradiquer. Elle sera porteuse peut-être, probablement toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Et elle va vivre avec le poids d'avoir transporté cette bactérie, avoir des nourrissons morts. Donc après, par la suite, ben, le centre de référence a dit on ne dépiste plus les soignants, juste si on respecte correctement l'hygiène des mains et l'hygiène en général, on n'est pas censé transporter une bactérie.
Mais il y a des dépistages qui existent. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait puisqu'on n'a pas de traitement d'éradication. Et on le fait toujours ici, hein. Nous les faisons ici, hein, les dépistages, Les patients, oui, Ah oui. mais pas le personnel. OK. Bien, s'il n'y a pas de questions, pas d'autres remarques à distance, on voit quand même quelques noms. Nicolas veut intervenir. Non, mais je vous félicite. Merci à Brice, merci à vous. OK. Effectivement, on fait le dépistage des patients, mais pas le personnel. Parce que je rejoins ce qu'il a dit, Brice. À l'époque, on a essayé de faire ça à Cavel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand un personnel est positif? Tout à fait. Donc, voilà. Bravo. OK. Eh bien, On m'entend? oui, Oui, Yves est là. Ah, alors, oui et non. En fait, on ne fait du dépistage du personnel soignant que dans des cas où on cale sur la source de la contamination ou de la dissémination. Donc, si on arrive, ça nous est arrivé dans une unité de soins, dans un hôpital bruxellois, il y a un certain temps, de ne pas trouver l'origine d'une bactérie multirésistante. Et avant de faire des frottis du personnel soignant, on se demande ce que l'on va faire avec le résultat. Qu'est-ce que je fais si je trouve un porteur? Parce qu'il est peut-être contaminé lui aussi et n'est peut-être pas la source de la contamination non plus, mais peut-être bien qu'il participe à la transmission. Et donc, ça nous est arrivé et ça a permis de mettre fin à une dissémination non contrôlée de BMR. Ça nous est arrivé de faire du dépistage de tout le personnel soignant, y compris des docteurs dont on sait qu'ils ont le tube digestif stérile et les mains stériles et ne sont jamais incriminés dans des transmissions de patient à patient de souches multirésistantes. Mais voilà, donc ça arrive, mais il faut bien encadrer ça, sinon, comme le dit Brice, ça peut donner lieu à des situations catastrophiques. Mais ce n'est pas fréquent. OK, merci pour le commentaire, indépendamment des mains et du tube digestif. De façon anecdotique, je me souviens d'une étude, je crois que ça a été publié dans le Lancet, où la question portait sur est-ce que les médecins hospitaliers doivent porter une cravate ou pas, et est-ce que ceci est de nature à avoir un meilleur contact avec le patient. Sur ce versant-là, ben, les patients se foutaient complètement de savoir si leur médecin avait une cravate ou pas. Mais par ailleurs, on a remarqué que sur les cravates, en mettant les cravates en culture, bon, ça transportait une série de germes incroyables. Et donc, mais je vois ici dans l'Assemblée, il n'y a plus de cravates. Donc, on peut être rassuré que de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. OK. Ça a été démontré aussi pour la barbe des médecins. Hein. Et la barbe des médecins. OK. Donc, pas de barbu, pas de cravate. On a fait une petite annonce déjà sur les phages. Effectivement, on aura au programme l'équipe d'hôpital militaire qui nous parlera des phages dans un des prochains grands tours. Eh bien voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine.